Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être toujours fidèles à nos programmes. Merci d'être toujours là le matin dans Bonjour d'Algérie, votre espace qui vous accompagne tous les jours de 8h à 9h30 la semaine et de 9h à 10h30 les jours, les week-ends, bien sûr, avec Mahrez Rabia. Nous aurons le plaisir d'avoir donc plusieurs invités, plusieurs thématiques. Aujourd'hui, pas de rubrique, exceptionnellement. Nous aurons le plaisir d'aller du côté d'Oran aussi, retrouver Iman Maharougras dans surtout son duplex. Elle va le consacrer à la cybercriminalité. Elle aura 3 intervenants pour en parler, des spécialistes en la matière, puisqu'il y a eu une rencontre du côté d'Oran à ce sujet. Nous aurons également à parler aussi avec des artistes qui viendront, 2 artistes seront sur notre plateau, pour nous parler donc de ce bel événement qu'ils ont consacré à l'enfance. Il s'agit donc de faire participer des enfants au dessin, bien sûr. C'est un concours qui sera initié au niveau du Bastion 23. C'est donc le Palais des Raïs qui sera le 21 aux couleurs, bien sûr, des quartiers. C'est donc une belle initiative qu'ils ont appelée Dessine-moi Tahouma. Donc les enfants viendront dessiner leur quartier et ils auront leur tableau exposé, bien sûr. Et pour nous en parler tout à l'heure, nous aurons Amal Benarzala et Nordine Hamouche sur notre plateau. Nous aurons également une chercheure, sociologue, émérite surtout, qui a consacré aussi toute sa vie à la recherche surtout sur la femme et le combat de la femme. Elle viendra nous parler donc aussi des contes et surtout de l'oralité. Il s'agit d'une conteuse sénégalaise qui sera sur notre plateau. Nassera Bouzar, rappelez-vous, elle est membre d'une association, membre de l'association des Amis de Meliana. Eh bien, elle sera là pour nous parler aussi d'un hommage qu'ils rendront à Nadir Bouzar, un grand monsieur donc, de la lutte de libération. Elle viendra nous en parler et surtout de l'hommage qui sera rendu ce samedi 7 avril au niveau donc, de la région de Meliana. Et on aura aussi à parler chorégraphie, danse avec ce beau spectacle qui sera donc au niveau donc du Théana, un spectacle de danse chorégraphique. Ça sera le 6 et le 7 au niveau donc du théâtre avec la chorégraphe Nouara Idami qui sera sur notre plateau pour nous en parler en détail. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que vous allez aimer surtout ce programme. Et puis sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là, elle est en forme. On a des boucles aujourd'hui. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Parfait. Ça change. Ça change. Voilà, on va écouter la météo. Oui. Tout en boucle aujourd'hui. Tout en boucle. Tout en boucle. Allez-y. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien aujourd'hui le ciel restera dégagé tout au long de cette journée sur l'ouest, le centre à partir de la soirée entre un ciel de plus en plus voilé voire nuageux avec quelques pluies éparses à partir de cette nuit, notamment sur les régions de l'ouest. Sur la partie est, le ciel restera peu nuageux en journée, voilé sur les oasis, le Nord Sahara dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront très agréables avec sur la moitié nord 20 degrés à Alger, 23 degrés à Oran, Sikat Lemsan, Al Bayat, 22 degrés à Tiaret, 19 à Tizi Ouzou Annaba, 26 degrés à El Roi, 30 degrés à Gherdaya, 31 degrés à Béchar, 32 à Tindouf. 38 à Adrar et enfin 40 degrés, ça sera la maximale à Elizi, à El Salah, Borj Bati Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Bien, le ciel restera toujours couvert avec quelques averses à Berne, Berlin ainsi qu'à Budapest. On aura un ciel dégagé à Athènes, voilé à Rome, Marseille, Madrid. Côté Mercure, on entrera 13 degrés à Londres, 12 degrés à Paris, 15 degrés à Bordeaux, 19 à Marseille. 11 degrés à Berne, 15 à Berlin ainsi qu'à Prague, 19 à Budapest, 18 à Varsovie et enfin 23 degrés à Bucarest ainsi qu'à Athènes. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, donc pas de parapluie à prendre, tout va bien. Le ciel est clément aujourd'hui. Donc merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure. Bonne journée. Merci. Voilà, on va vous accueillir comme il se doit avec de la belle musique. Le groupe Zair qu'on a toujours plaisir à écouter avec cette belle chanson Sbart Sbart. On se retrouve juste après.
En tout cas, donc, du groupe Zahir qu'on salue et j'espère qu'on aura le plaisir de les recevoir puisqu'ils sont, donc ils ont des activités, ils sont très, très actifs aussi sur la toile également avec plusieurs activités. Eh bien, merci de nous rejoindre, ceux qui viennent d'allumer leur téléviseur et qui allument donc, et qui choisissent la chaîne Canal Algérie. Regardez donc Bonjour d'Algérie tous les matins, on vous accompagne et on vous donne toute l'actualité culturelle, sociale bien sûr de l'Algérie. Eh bien, on va commencer avec des artistes qu'on aime beaucoup, qu'on a l'habitude de recevoir. Il s'agit de Amel Benrazela. Bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Parfait, toujours en forme, le sourire. Oui. Alhamdoulilah. Avec nous, Nordine Hamouche également. Bonjour. Bonjour, bonjour l'Algérie. Voilà. Comment ça va? Ça va, oui, ça roule avec le printemps, un beau printemps qui s'annonce. Que dire de plus? Voilà. Exactement. Eh bien, vous allez faire profiter les enfants. C'est pourquoi vous êtes là. On vous a récemment rencontré pour une belle exposition avec Nordine Chegran. Oui. C'était donc très coloré. Avec, ça permet aussi aux artistes de se retrouver, encore une fois, de profiter de cette convivialité et d'encourager. Oui. Oui. Une belle exposition d'ailleurs. C'est ça. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette belle rencontre que vous allez animer ce 21 avril. Oui. Ce sera au Palais des Raïs, Bastion 23. Alors, parlez-nous-en un peu. Historique. Historique. Et puis que vous connaissez bien, Amel. Oui, que j'adore d'ailleurs. Oui, voilà, il y a la mer, il y a une histoire, donc j'y vais avec plaisir. Il y a des énergies positives. Oui, beaucoup. Alors, comment vous est venue l'idée de penser aux enfants? Allez, Bon, a priori, c'est une idée qui m'a été, qui germait déjà dans mon esprit depuis quand même une année. Oui. C'est un peu dans l'esprit de la grande lessive, mais un peu à l'algérienne. Bon, j'ai voulu quand même bien réfléchir à ce sujet. Et comme je suis enseignant dans des écoles privées, je suis dans la matière art plastique et tout ça, il y a des enfants qui veulent exposer. Par expérience, il y a des enfants, dès qu'on leur parle d'exposition, ils sont là, ils sont joyeux, ils sont vraiment aux anges. Et j'ai pensé à cette idée-là, puis après j'en ai parlé à Amel pour un peu finaliser un peu le projet, pour aboutir un peu à cette idée déjà de créer un club. Oui. L'art pour tous et tous pour l'art, et toujours avec les enfants. Hein. Je parle toujours de parce que les enfants, il y a un vide terrible en matière d'éducation artistique. Et à partir de là, c'est en contactant plusieurs écoles, on a abouti quand même à un résultat qui est de faire une très belle exposition le 21 avril de cette année au Bastion 23, qui est un site historique et majestueux. C'est bien de pouvoir en parler bien avant pour que tous ceux qui seraient intéressés puissent participer. Puissent adhérer. Et c'est pas trop tard justement parce qu'on en parle aujourd'hui, ils ont le temps de faire leurs beaux dessins et d'exposer le 21, ils peuvent les ramener le 21 comme le 15 parce que le 15 on va collecter, mais c'est pas trop tard, ils peuvent venir le 21 avec leur dessin et l'exposer le jour même. Donc c'est une expo pour les enfants, c'est pour faire plaisir aux enfants. Alors Amel, vous avez l'habitude aussi de travailler avec les plus grands, les adolescents, beaucoup plus, et les porteurs de projets aussi, ceux qui ont fait... des architectes d'intérieur de l'école IPFIC, je travaille beaucoup avec eux, d'ailleurs ils vont nous aider pour l'exposition, pour les dessins, ils vont nous aider. Les jardins du Bastion, bien sûr, de la Casbah, c'était avec eux, cette belle aventure. Je les initie à tout, parce que c'est toujours pas assez d'initier les enfants à l'art. C'est vrai. Voilà. Donc c'est ça le but, Nordine Hamouche et tous, c'est ça notre but, c'est d'initier les enfants. Comme on baigne dans ce milieu, on est tout le temps avec des enfants, pourquoi ne pas les exposer, leur faire profiter. Et c'est comme ça qu'on va en faire des artistes même, ou carrément des personnes qui aiment l'art et la culture. Il y a du talent, il y a du talent, il y a des enfants qui adorent ça. Voilà. Et puis on les habitue à aller découvrir une exposition. C'est quoi une exposition? Rentrer dans les musées. Il y aura en plus de ça beaucoup d'artistes amis plasticiens qui vont être au rendez-vous. Donc, leur faire découvrir de grands artistes. On va lancer d'ailleurs le message aux artistes de venir en force pour les encourager. Déjà, pour les encourager, alors peut-être les critiquer, leur montrer peut-être des petits défauts. Des astuces c'est ça aussi. Le plaisir des enfants, c'est ça. Les astuces aussi des peintres. Voilà, c'est le but de cette exposition. Même la thématique, elle est un peu à l'algérienne, c'est dessine-moi ta Houma. Houma que nous, les anciens, utilisaient à tout bout de champ. Le Houma, c'est le groupe, le quartier. L'enfant qui connaît l'école,
La voiture, maison, mais il ne connaît pas sa houma, l'environnement dans lequel Il baigne. Voilà. Donc il va y réfléchir, c'est quoi sa houma au juste. Donc, Voilà, non, moi j'ai vu des dessins, déjà j'ai commencé le travail, c'est différent. Il y en a qui me font des buildings, des gros immeubles, et puis l'ADL, et LPP Ouais. et tout. Et d'autres qui me font des espaces verts et puis des villas et tout. Donc là, on voit leur vision des choses. Quand les déroulés des ronds-points, on voit le monument, on voit... Oui, oui. Ça dépend. C'est ce qui est magique, c'est ce qui est bon dans cette... C'est très curieux. J'adore, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. On s'arrête pas nous-mêmes quand on était petit. On avait cette fameuse habitude de dessiner une maison avec une toiture, des escaliers et puis des arbres tout autour. C'était donc dans notre imaginaire. Oui, mais là, c'est vrai. Le plus jeune enfant, dans sa tête, c'est la maison. Le repère, c'est la maison. Ah ouais. C'est vrai. Les plus jeunes, le repère, c'est la maison. Donc, ils dessinent toujours la maison. C'est la maman, le papa, la maison. Voilà. C'est un repère. Et il y en aura d'autres qui vont aller dans les détails. Dans les détails, ceux du collège, par Ceux du exemple. collège. Du collège. Voilà. Voilà. Alors, vous avez cerné tout cela. Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est du crayon? C'est libre. C'est libre. C'est expression libre, l'enfant peut utiliser même des collages, peut même prendre une photo de son milieu dans lequel il D'accord. vit, le coller, intervenir artistiquement avec des couleurs, des feutres, de la peinture. Voilà, c'est ça, c'est expression libre. On n'a pas voulu définir. Oui. Les emprisonner Voilà, dans un c'est créneau, libre. voilà. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et vous allez ensuite exposer tout cela le 21. Racontez-nous un petit peu cette démarche, comment ça va se faire. Ça va se faire avec du fil. Là, c'est Une une corde. corde avec deux pinces à linge en bois. D'accord. Donc chaque dessin sera sur le fil avec deux pinces à linge. Il sera étendu. Oui, Voilà. étendu. Ça ne sera pas vraiment classique. Le fil sera un peu partout. Voilà, avec les dessins de tous les enfants. De tous les enfants. Et vous vous attendez à combien en principe? Oh, il y en a. Il y en a On les déjà. a pas comptés, mais quand même. Déjà, on a quand même une école une école publique, le Farabi, Aix-la-Gerge, là où j'ai fait mes études primaires, à Oui. Baboued. On a une école privée, le Lidoué. On a une école à Cheraga. On a Le quand Zénith, même pas mal d'écoles, et même nouvelles- des maisons de jeunes, Oui. et les ateliers de la maison de Tizi. la culture de Tizi Ouzou qui Tizi vont Ouzou. venir en force ce jour même. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, il y a beaucoup donc d'initiatives de la sorte. Vous qui êtes dans le domaine artistique, vous aimez travailler avec les enfants? C'est assez facile ou c'est tout à fait Il différent? faut dire la vérité, c'est fatigant. C'est fatigant, oui. C'est vrai que c'est un plaisir et tout, mais on en sort fatigué. C'est clair. Parce que ça bouge, il faut canaliser leur Oui, énergie l'énergie. et tout. Ils adorent ce moment-là, mais c'est fatigant pour nous. Mais moi, j'adore ce monde d'enfants et tout. Et quelles sont les questions qui Ils reviennent posent beaucoup beaucoup plus de questions. Ils posent même autour sur de la les- couleur, la de la couleur, même les composition? artistes, ils posent des questions sur les artistes. Il faut le connaître, ils ont soif de connaissances, nos Ouais, petits. Hein. quand même, hein. Oui, ils ont soif de connaissances, ils veulent tout connaître. Mais on se fatigue, mais on leur fait plaisir. C'est une un bonne plaisir. fatigue, on va dire. Ah, une bonne fatigue, positive. Oui, voilà. Les plus grands, c'est plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Et bien sûr, ça va commencer de quel âge à quel âge? Il y aura donc le concours est lancé pour. Là, bon, on n'a pas limité, c'est à partir de 5 ans, voilà. Parce que moi, je me suis dit, moi aussi, je fais des écoles privées à partir de 5 ans. Moi, je gère, parce que moi, j'étais animateur depuis l'âge de 18 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je baigne dans la joie. Quand je suis avec les enfants, je deviens enfant. Ouais. Et c'est un élan plaisir. Je découvre des talents c'est des génies en matière de dessin. d'art. Et bon, le projet là, c'est à partir de 5 ans jusqu'à peut-être 14 ans. Bon, 14 ans, c'est toujours des enfants. Hein. Même moi, je suis encore une enfant. Oui, alors beaucoup de couleurs, c'est ça qui définit un petit peu le travail de l'enfant, Ouais, donc l'art naïf, encore une fois. C'est un peu ce côté. C'est un petit peu ce que recherchent aussi les grands artistes aujourd'hui, c'est un petit peu cette Pas facilité, facile hein, c'est de pas retrouver facile. cette âme d'enfant. Hein. Baya qui excellait dans ce domaine-là, oui. de l'art naïf, qui a fait le monde entier à travers ses tableaux, qui s'est spécialisé. Aujourd'hui, on pourrait copier peut-être ces enfants. C'est pas évident, c'est pas évident de copier la spontanéité d'un enfant. Ouais, C'est pas facile.
Voilà. Et en plus, ça permet aussi de comprendre ces peut-être angoisses, ces tortures. Voilà, parce et que c'est on arrive à réfléchissent pas, ils se décrypter donnent. en fait le dessin. Ils se donnent, les enfants se lâchent, ils se donnent. Les plus grands, les collèges et tout, commencent à réfléchir. Je leur dis, allez-y, il faut vous lancer, il ne faut pas trop hésiter et tout. Mais les petits, ils sont plus intéressants parce qu'ils sont spontanés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on s'attend à avoir plusieurs dessins, un format. Donc les parents, j'imagine qu'eux aussi vont travailler. Les parents sont invités d'ailleurs parce que bon, c'est doivent normal qu'ils accompagner ramènent leurs enfants, ils vont accompagner leurs enfants. Le papier, on a limité à une dimension A4 cartonnée. Comme ça, avec le vent, il y aura les œuvres ne vont pas s'envoler. Et tout simplement, on souhaite la bienvenue aux parents. Hein, voilà, une graine d'artiste qu'on va découvrir le 21. Ça va se passer. La fiesta, voilà. Ouais, ça va se passer à quelle heure À partir de quelle heure de 10h. De 10h du matin. 10h jusqu'à 17h, voilà. Très bien. Il y aura un monde fou, bien sûr. Oui, alors, on suppose, oui. On suppose qu'il sinon, en parlant donc de votre actualité respective, Nordine, vous me disiez que vous aviez... Je ne cache pas, j'ai une très belle collection prête à être exposée. Mais vu la cherté de l'encadrement, j'attends et un sponsor peut-être qui, je sais pas, des mécènes, comme on l'avait toujours dit, des mécènes qui à l'époque travaillaient beaucoup avec les artistes. Ça s'est un petit peu perdu ces dernières années. Peut-être que ça va peut-être revenir. On l'espère. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. L'engouement sur l'art, beaucoup aujourd'hui s'intéressent à l'art. En Algérie. Oui. Bon, il y a un intéressement quelque part. Oui, je sens qu'il y a quand même une évolution dans ce domaine. Ouais. Même les jeunes commencent vraiment à s'intéresser à l'art par rapport à une certaine époque. Moi, d'après moi, de ce que je vois... mais écoute, la base c'est ce qu'on va faire, nous aussi. Oui, c'est sûr. C'est initier un peu l'art à l'enfant et développer son sens de la créativité, de l'imagination, la vision gestuelle, tout ce qui s'ensuit. Et c'est à partir de là que l'enfant va aimer l'art et va, là où il y a une exposition, il va ramener même ses parents voir l'exposition, à assister au vernissage. C'est ça le but, c'est ça à peu près. Exactement. C'est ça. Amel, votre actualité en ce moment? Moi, je prépare, je travaille. Moi. Pour le moment, je suis en overdose de peinture et tout, donc j'en profite, je travaille. Je prépare une individuelle, une collective, pourquoi pas avec notre ami Nordine. Pourquoi pas? Donc, moi, je préfère exposer avec mes amis, donc les gens avec qui j'ai beaucoup d'affinité et tout. Donc, Inch'Allah, voilà, moi je travaille, donc ça viendra. Les expos, ça viendra. C'est sûr qu'il y aura une Orasim, c'est une collective, et il y aura une individuelle, et on verra où c'est. Inch'Allah. Mais en attendant, vous êtes en ce moment très pris avec cet engagement pour les enfants. Pour le moment, c'est les enfants. C'est non-stop, on reçoit toujours des dessins, des messages pour participer, pour tout ça. Ah, vous avez mis ça sur Internet? Oui. Parce que bon, vu qu'on a des amis qui ont des enfants, des petits-neveux, bon, on a peur que du jour au lendemain, vous nous avez oubliés, donc on essaye de ramener quelques-uns. D'accord, c'est 3W, vous avez mis ça sur Facebook? D'accord. Directement, on a mis l'événement, c'est public. Dessine-moi Tahrouma, directement. Donc même maintenant, on dit aux gens, dessine-moi Tahrouma, ceux qui veulent participer, adhérer à ce concours. Ils ont le temps, ils peuvent adhérer à ce concours. C'est pas un concours, c'est une exposition. C'est une exposition. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant. Tout le monde pourra exposer, tout le monde pourra exposer aussi son quartier et sa houma. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à vous aussi. Sur notre plateau. Toujours un plaisir. Merci à vous d'encourager tous les artistes et surtout les enfants. On se donne rendez-vous le 21? Oui, avec plaisir. Très bien, pour voir un petit peu tous ces chefs-d'œuvre des enfants et bien entendu votre travail, parce que l'exposition, c'est aussi beaucoup de boulot. Et choisir les enfants, choisir aussi surtout les dessins des enfants pour pouvoir bien les agencer. Merci Amel. Merci à vous. Voilà, bonne journée, merci à Nordine Hamouche. Merci également, bonne journée, bon week-end, voilà. Merci beaucoup. Continuez encore une fois sur cette lancée, puis on se retrouvera très très vite le 21, Inch'Allah. Eh bien, on continue notre émission.
l'exposition vient tout juste de commencer. Après, bien sûr, cette belle initiative des Sinois Tanhouma, on va continuer avec d'autres expositions. Cette fois-ci, c'est une exposition photographique qui a réuni plusieurs artistes et surtout amateurs de photographie. Ça s'est passé au Palais de la Culture. L'exposition est toujours en place et Sabrina Khlifi nous y emmène à travers ce reportage. Voilà, une très belle exposition. En tout cas, je vous l'avais dit. Collection inédite en tout cas pour beaucoup qui participent pour la première fois. Eh bien, nous allons parler de chorégraphie à présent avec notre invité. Il s'agit de Nouara Idami qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. Une dame qui a toujours accompagné les jeunes, qui a toujours fait des tableaux chorégraphiques pour l'Algérie, qui a donc une histoire à travers, bien sûr, sa formation. Vous êtes là parce que vous allez donc préparer un spectacle pour les jeunes aussi, pour les jeunes, les plus jeunes même. Même les plus jeunes. Donc aujourd'hui, je suis là pour présenter le spectacle Sublime Expression. Donc c'est un travail qui a été fait spécialement pour les élèves du studio Sylphide. Donc on a les élèves de tout niveau, de tout âge. Et c'est à partir de 6 ans jusqu'à 22, même des étudiants. On a des lycéens, on a des universitaires. Donc c'est... Un beau tableau chorégraphique qui aura lieu donc le 6 et le 7. Oui, oui. C'est ça? Le 6 et le 7 au TNA. Au TNA. National algérien. Donc le 6 c'est à 3h, le 7 c'est à 10h. Et c'est ouvert à tout le monde. Et donc j'ai eu affaire avec ces jeunes qui adorent la danse, qui sont amoureux de la danse et qui ont donné un peu de leur temps. Oui. Pour cet art. Voilà. Et on voit l'affiche d'ailleurs de ce beau spectacle. Alors, vous qui êtes dans la danse depuis bien longtemps. Ça fait 33 ans. 33 ans, exactement. Vous avez été formé en URSS, Moscou, oui. Bien sûr. J'ai fait la Bolchoï Academy et l'Institut, le GITIS, l'Institut d'État d'art théâtral de Moscou. Voilà, vous avez cette rigueur dans l'enseignement, surtout avec les jeunes. Vous avez formé beaucoup de danseurs algériens qui aujourd'hui se sont envolés et ça continue. Qui sont devenus des chorégraphes. Donc j'ai formé des comédiens, à l'époque des animateurs culturels. Donc même à l'Institut de l'INADC, maintenant l'ISMAS, je donne des cours d'histoire de la chorégraphie, l'histoire de l'opéra. Donc je travaille l'expression corporelle avec les comédiens.
Et en même temps, aussi, ça fait une année que je dirige le ballet de la wilaya d'Alger. Oui. Voilà, tu es déjà venue. Oui, bien On a sûr. parlé Pour déjà, parler un petit peu de leurs voilà. différents spectacles, Voilà. parce qu'ils représentent l'Algérie Oui, un oui, peu oui. partout, Oui. et c'est important de montrer un petit Voilà. peu le savoir-faire. C'est-à-dire que c'est un espace qui a été ouvert par la wilaya, par M. Wali, à la jeunesse. Et cette jeunesse qui n'est pas encadrée, qu'on essaie d'encadrer, d'orienter. Et on les a vus, d'évaluer. ce sont de véritables viviers de talents, parce que la rue a aussi formé Oui, des jeunes, sûr. spontanément, des jeunes danseurs qui travaillent seuls, travaillent seuls dans les rues et qui ont été donc engagés par certaines compagnies aujourd'hui. Oui, ils travaillent un peu partout parce que même à la Wilaya, on a 2 ballets. Donc, il y a le ballet national et l'ONCI, c'est des compagnies, il y a des compagnies privées qui travaillent. Donc, c'est bien que cette jeunesse Voilà. s'intéresse à la chorégraphie. Alors, parlez-nous de ce spectacle. Il va durer combien? Donc, la durée de ce spectacle, c'est à peu près 1h45. D'accord. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons des enfants de tous les niveaux, mais nous avons des adultes aussi. Donc, les lycéennes et les étudiantes, et qui touchent à tout. Donc, nous avons une partie classique, une partie contemporaine, une partie hip-hop moderne. Classique académique, bien sûr. Voilà, classique académique, les petites filles, les jeunes filles sur les pointes. D'accord. Voilà, et d'ailleurs, même notre affiche, si vous avez remarqué, Il y a les pointes, les voilà. ballerines. Il y a les ballerines, voilà, les baskets, voilà, ouais, les pieds un peu nus aussi. Voilà, du contemporain. Donc, du un peu de contemporain. tout. Voilà. Espagnol, du jazz. Donc, c'est pour ça que le titre Sublime Expression, la danse, c'est un art. Ça vous a pris combien de d'expression. temps, les préparatifs pour cette chorégraphie? Bon, nous, on travaille presque toute l'année, mais comme nous avons les enfants qui viennent 1 fois, 2 fois par semaine, ça prend du temps. Donc, on a profité des vacances. Voilà, Oui. des vacances et on a travaillé tous les jours avec eux. Voilà. D'accord. Et Pour ça travaille arriver- une heure par jour, 2 heures? Pour les répétitions, non, 3 heures. Le temps que les enfants peuvent venir, 3 heures à 4 heures. Voilà. Donc, les cours, c'est vrai, les cours, c'est 1h30, 2 heures, ça dépend du programme. Mais on les a un petit peu fatigués. On les a fait travailler. Voilà. Et bien sûr, les parents seront là, fiers de leurs enfants, parce que c'est un peu pour ça que Oui, les parents parce que inscrivent les parents enfants. nous ont accompagnés et les enfants, ils travaillent toute l'année et Ils ont le besoin. résultat de ce travail, ils ont besoin de vivre la scène, de danser sur scène, de sentir les émotions Ouais. de la D'avoir scène. Voilà. d'avoir peur avant de monter sur Oui, oui, scène, ils ont d'avoir le besoin- trac déjà, ils pour ont bien peur. faire. Déjà, ils ont peur. Déjà, ils ont peur. Oui, oui. Ils vous il faut ont qu'ils transmis fassent un petit peu leur stress? Oui, oui, Ouais. non. Nous, c'est à notre tour de les les rassurer. Voilà. Ça va se passer très bien. Il faut qu'ils ne s'énervent pas. Il faut pas qu'ils aient peur. Non. Et d'ailleurs, la majorité, ils ont l'habitude De faire des spectacles. voilà, de faire Alors, des ils sont combien spectacles. sur scène? Ils seront tout et pour tout combien? Entre filles, garçons? Les garçons, malheureusement, il n'y en a pas Il y en a beaucoup. pas. Voilà, les garçons, c'est beaucoup plus le hip-hop. Ouais. Voilà, c'est des jeunes. Breakdance, Mais sinon, hip-hop. nous avons un danseur, une star quand même. D'accord. Voilà, qui va participer avec nous. Qui s'appelle? En tout, Shakir. D'accord. Voilà. Donc, et nous avons en tout, là, ils sont 60 ou 60, comme ça, enfants. D'accord. 60 ou 70 à peu près. Exactement le nombre. Voilà, ça, les enfants, voilà. Et c'est-à-dire que, comme vous avez déjà montré l'affiche, Oui. l'affiche, elle a été faite par les Les adhérents? oui, les jeunes filles qui sont bien. étudiantes, voilà, vous Ouais. avez fait. Voilà, Yasmine Ouah. C'est une photographie prise Voilà, carrément. prise, voilà, et elle a été travaillée. Donc, bien sûr, ce travail n'a pas, je l'ai pas fait toute seule. J'ai des assistants avec moi. Donc, le studio Sylphide, bien sûr, là où on travaille. La coopérative Noira, bien sûr. Et donc, nous avons été aidés par le TNA.
On nous a donné la salle. Donc l'ISMAS, là, des fois, on ne peut pas répéter au Sylphide. Donc l'ISMAS nous a aidé aussi pour la salle et la bulle artistique aussi pour la salle. En tout cas, beaucoup de jeunes s'intéressent à la danse, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'encadrement de nos jours. Est-ce que c'est facile de s'inscrire dans des écoles? Est-ce qu'il en existe suffisamment? Justement, vous avez pas posé la bonne question, oui. Donc, il y a les cours, il y a les salles privées, il y a des cours privés, mais je ne sais pas la formation, comment qu'elle est, mais ça serait bien qu'on ait une autre. Que le ministère, l'État nous crée une académie ou une école des arts chorégraphiques qui sera ouverte à tout le monde, pour les professionnels, pour les amateurs. C'est ça. Il y a des professionnels qui ont du mal peut-être à aussi en faire une carrière professionnelle parce que après, une fois formés, ils partent ailleurs. Ils ne trouvent peut-être pas donc, de débouchés ici. C'est-à-dire que il n'y a pas tant de spectacles que ça chorégraphiques. Non, il n'y a pas de spectacle. Surtout maintenant avec la crise, c'est très difficile. On n'a pas de subvention comme ce spectacle. C'est avec nos propres moyens, voilà. Mais on peut pas tout le temps. Ça, c'est pour le plaisir de la danse, pour le plaisir des enfants, nos élèves, nos étudiants, donc et qui ont vraiment besoin de monter sur scène, de danser, de s'exprimer. C'est ça. Voilà. Donc, et ça tombe aussi, ça tombe avec la journée, je dirais bien, on avance à la journée internationale de l'enfant, de la danse. Le 29, le 29 avril, c'est la journée internationale on parle beaucoup des enfants, des jeunes en ce moment. Il y a eu donc cette journée du livre pour enfants, c'était le 2 avril. Ça va continuer avec cette journée, en tout cas, qui encourage les jeunes. Bien sûr. Les enfants, il faut leur donner la base. Voilà. Il faut qu'ils aient une très, très bonne base. Il faut tout... Parce que c'est un sport, la danse, c'est aussi une expression corporelle, ça forme le corps et surtout l'esprit. Ça aide la respiration aussi. Oui, c'est très bon pour la santé. Même maintenant, les adultes, il y en a, en Algérie aussi, il y a les adultes qui font de la danse classique. En Europe, et beaucoup d'adultes, ce qu'il paraît, c'est très très bon. C'est un équilibre physique et moral. Et c'est pas trop tard pour les adultes de faire de la danse classique? Non, pour le plaisir, pour l'équilibre, c'est très conseillé. C'est très conseillé, voilà. Et pour les enfants, ça forme le goût esthétique, c'est même pour le maintien. La stature, bien sûr. La stature, pour l'élégance, voilà. La souplesse. Le tout, c'est le tout. Et je pense qu'il vaut mieux commencer quand on est jeune, que ce soit la danse, la musique, le dessin. Il faut donner la chance à nos enfants, il faut leur ouvrir les portes dans tous les domaines. Exactement. Voilà. Pourquoi pas la danse? Eh bien, allez-y. Il y a donc une école qui forme pour l'instant avec vous, Madame Nouara. Et on rappelle... Studio Sylphide. On rappelle l'événement en tout cas pour lequel vous êtes là aujourd'hui. C'est ce beau spectacle qui aura lieu donc demain au niveau donc du Théana, Théâtre Mahidine Bachtarzi. Ça sera à partir de 16h. 15h. Et le samedi à partir de 10h du matin, le même spectacle. Studio donc Sylphide et bien sûr l'expression que vous l'avez appelée sublime expression. Il y a tous les styles de danse cohabitent ensemble. Et voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Voilà, et je tiens à remercier une personne qui m'a beaucoup aidée dans ce spectacle, qui est mon assistante, qui est en même temps danseuse et chorégraphe, c'est Bindaoud Samr. Très bien. Eh ben, on lui passe le bonjour aussi. En espérant vous voir et venir voir le spectacle. Beaucoup. Et je vous remercie pour cette invitation. Vous êtes toujours la bienvenue, Madame Nouara. Idami, à très bientôt. Merci bon beaucoup. Courage pour ce que vous faites. Merci. On continue notre émission. On va rester dans le domaine de la danse, cette fois-ci, avec ce reportage signé Siham Kennouch qui nous emmène à la découverte de la danse naïli entre mythes et surtout patrimoine. Regardez. Djelfa nous révèle ses secrets. C'est à la fois une ville au côté pittoresque et champêtre, mais aussi elle est très riche en culture ethnique. Nous nous sommes invités chez les Ouled Naïl pour observer cette célèbre danse de la Houdna, le Saadawi, une expression corporelle d'une extrême sensualité, sublime et charismatique. Elle est aussi très riche en symboles.
La danse Naïli est un héritage qui vient d'Orient. Les Oulad Naïl eux-mêmes sont des Arabes. Ce sont des notables, des Adarissa. Cette danse, on la surnomme la danse de la colombe. La femme se compare toujours à quelque chose de fin. Et à cette époque, la finesse de la colombe faisait chanter les poètes. والحاجة اللي كانت رقيقة في هذاك الوقت وكانت حتى الشعراء يغنوا عليها هو الحمام. Elle, c'est donc une colombe, et lui, un chasseur. La danse Naïli, appelée aussi danse de Issef et Naïla, raconte le mythe anté-islamique, la légende des deux jeunes amoureux, la jeune fille Naïla et le jeune homme Issef, qui se sont donné rendez-vous dans un lieu plutôt sacré. Sacrilège, ils provoquent la colère divine, ils sont pétrifiés à jamais. Les mouvements sont légers, on imite l'oiseau certes, mais aussi la femme qui tisse, qui travaille sa laine. El Baroud, quant à lui, symbolise la force et la virilité, est un ornement assez récent qui inlassablement protège la foi des amoureux. Voilà, ce sont nos traditions et nos cultures, riches cultures, bien sûr, de toute l'Algérie. Eh bien, on va beaucoup parler aujourd'hui de culture, de patrimoine, à travers aussi le parcours de plusieurs dames, des dames qui ont aussi marqué leur présence dans l'histoire, surtout à travers leurs actions et surtout leurs combats dans l'Afrique. Et en Afrique en général. Avec nous pour nous en parler, nous avons une grande dame aussi qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Il s'agit de Hawa Ly Tan. Bonjour. Hawa Ly Tan. Docteur, oui. C'est ça? Docteur, vous allez bien? Oui. Vous êtes donc docteur, chercheur et sociologue, écrivain. Vous avez plusieurs titres. Hein. Vous avez plusieurs consécrations aussi. C'est vrai. À travers l'international. Oui. Voilà. Vous êtes donc sénégalaise de naissance. Oui. Je me dis plus ouest-africaine en tant que petite fille de Cheikh Omar Foutiyou, qui, comme l'émir Abdelkader, a combattu la colonisation française, qui a instauré ce que les Français appellent même l'empire toucouleur de l'Haj Omar Tall. C'est ça. Il est votre mentor, justement. Qui correspond aujourd'hui aux 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et en ce moment, vous vivez au Canada. Oui. Vous avez été aussi bien reçu au Canada et vous avez été, donc vous êtes une grande dame au Canada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et vous êtes là pour participer. Surtout, vous avez été invité pour parler un petit peu, c'est pas la première fois que vous en parlez, de votre dernier livre que vous consacrez à la femme africaine. Vous avez appelé cela de la reine de Saba à Michelle Obama. Donc des parcours différents, le voici, on va le présenter. Des parcours très atypiques et surtout très intéressants qui marquent un petit peu la volonté, la force et le combat de la femme africaine. Absolument, absolument, voilà. Absolument. Et surtout son statut politique parce que, vous savez, dans le cadre de la colonisation, pire encore dans l'esclavage, il y a toujours, quand l'individu, quand l'être humain fait mal, il sait qu'il fait mal. Alors il faut qu'il trouve une justification. Que dire que bon, les Africains sont sans âme, sans culture, aussi du côté de l'Afrique du Nord, c'est des indigènes, etc. etc. Et l'un des dénigrements, c'est que l'Afrique n'a pas donné, ne donne pas de statut de pouvoir à la femme. Alors moi, quand j'ai creusé, je marche aussi sur les traces de mon maître à penser, le professeur Cheikh Anta Diop, qui, quand il a été en France en tant que jeune étudiant, comme nous, on a été au Canada dans un premier temps, il a montré qu'il y avait une falsification de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il fallait rectifier. Voilà, il fallait rectifier. Il s'inscrit dans le rétablissement de la vérité historique. D'abord que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que toutes les sciences dont s'énorgueillit aujourd'hui l'Europe sont parties de l'Afrique, c'est-à-dire de la Nubie, de l'Égypte antique. À commencer par Lucie. Exactement, voilà. Exactement. Lucie, d'ailleurs c'est ça que je montre. Cheikh Anta Diop, mon maître à penser, démontre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et moi, je commence par démontrer, marchant sur ses pas, que l'Africaine est la mère de l'humanité, c'est Lucie.
Voilà. Et la femme traverse bien sûr le continent des hommes, exactement, surtout, pour pouvoir aussi se faire une place dans la société, s'affirmer. Après bon nombre de sacrifices aussi de certaines femmes que vous citez à travers votre ouvrage. Exactement. Un ouvrage qui a fait aussi le buzz à travers différentes expositions et surtout participation aux salons internationaux, notamment le dernier salon, du livre d'Alger. Tout à fait. Après, il y a eu le lancement au Sénégal aussi. Ça a été très bien reçu par les médias, par le public et tout ça. Donc, effectivement, et comme on sait, l'histoire des femmes a toujours été occultée. Et ça, c'est dans toutes les cultures. Au point que, par exemple, même en Europe, qui se dit des pays de liberté, il y a des femmes qui, à un moment donné, étaient obligées de prendre, pour écrire, étaient obligées de prendre des noms d'hommes. C'est le cas de George Sand. Et aujourd'hui, il y a un groupe d'ailleurs en France qui s'appelle Georgette Sand, parce que c'était une femme. Le droit de vote aussi. Le droit de vote. Qui n'était pas reconnu aussi facilement. Et dernièrement, on va dire dans les... 44, 1944. 44 seulement. 44, après la seconde, bien après la Seconde Guerre mondiale. Les femmes sénégalaises ont voté avant les femmes françaises en 1940. Donc, c'est cette occultation aussi. Cette émancipation peut-être qui peut-être masque certaines vérités et qui occulte aussi certaines vérités, notamment en Afrique par exemple. Qui occulte, comme je dis, Cheikh Anta Diop a eu à sortir l'histoire et les cultures africaines des décombres de l'histoire. Des décombres de l'histoire. Comme les archéologues sortent les momies du ventre de la terre. Justement, j'allais parler justement de l'Égypte ancienne. Voilà. Vous avez fait un travail aussi sur l'Égypte ancienne. Oui, parce que vous avez été 9 ans. Voilà, parce que mon maître à penser, Cheikh Anta Diop, j'ai étudié auprès de lui. C'est un grand égyptologue. C'est pratiquement l'Einstein de l'Afrique. Pas seulement passionné, mais un grand savant. Cheikh Anta Diop. Je crois que tous les Africains devraient lire Cheikh Anta Diop, devraient savoir qui c'est. C'est un Sénégalais et un ami de l'Algérie d'ailleurs, de son vivant, parce qu'il a fait la politique, il a été très appuyé par... Donc, je démontre que, contrairement à ce qu'on dit, que l'Afrique n'a pas donné le statut à la femme africaine, qu'elle soit de l'Afrique du Sud du Sahara ou du Nord du Sahara, comme en Algérie, au Maroc, etc., 15 siècles avant Jésus-Christ, on parle de Hatshepsut, la reine pharaon, la déesse, qui a été une bâtisseuse, n'est-ce pas, qui occupait la reine de Saba. La reine de Saba, 9 siècles avant Jésus-Christ. 9 siècles avant Jésus-Christ, elle était aussi une bâtisseuse, une femme de poids, comme disait l'autre, Marek Alter, qui a écrit sur elle, une femme de guerre, une guerrière, mais qui a battu la paix et le développement de sa société, de son royaume, le royaume de Saba, qui était à cheval sur le Moyen-Orient et sur l'Afrique. C'est-à-dire la Syrie, l'actuelle Syrie, et l'actuelle Éthiopie et Soudan d'aujourd'hui. Était une femme de couleur aussi. Une femme noire, noire africaine. Et Marek Alter le montre. J'ai détecté 319 fois ou 309 fois où elle-même, elle le dit. Et très citée par la bibliographie, très citée par la bibliographie, par les religions aussi. Voilà, par les religions. C'est une femme dont le Coran, la Torah, la Bible ont parlé. Elle narguait presque les femmes, les Israéliennes. Elle leur disait, je suis noire, je suis magnifique. Et Salomon dort entre mes seins. Salomon, exactement. Elle était très respectée. Et on en avait peur aussi, parce qu'elle avait du caractère. Et elle avait donc permis à son peuple de s'épanouir. Absolument. Et donc de créer aussi beaucoup de choses. Donc c'est un pouvoir créatif. Elle était dans la civilisation. Pouvoir féminin, voilà, dans la civilisation. Elle cherchait le savoir, parce qu'à un moment donné, son père lui a dit, ne t'occupe pas seulement de vengeance. Va chercher le savoir. Et c'est dans ce sens qu'elle a cherché à savoir quel est l'homme qu'on dit le plus sage de son époque. C'était Salomon, et elle a tout fait pour le rejoindre. Et c'est là qu'ils ont eu un fils, et dont descend la royauté éthiopienne, le roi Haïlé Sélassié, qui fut le premier président de l'Éthiopie. C'est passionnant. En tout cas, c'est encore une fois vers le savoir que l'émancipation arrive. Quand les femmes arrivent au pouvoir, quand les femmes s'émancipent et travaillent pour une cause, c'est là qu'on découvre un petit peu toute cette confiance, cette rigueur aussi dans le travail. Les femmes sont reconnues pour cela, la rigueur dans le travail. Absolument, absolument. Regardez le cadre.
d'une femme qui a été peut-être l'unique présidente africaine, Ellen Diène Sirleaf. Oui. Non seulement elle n'a pas essayé de tripoter la constitution pour rester au pouvoir, pour avoir un 4e ou 5e mandat, mais quand elle a terminé ses 2 mandats, qu'elle a regardé les prétendants au pouvoir, elle a appuyé son adversaire. Oui. Au point qu'après les élections, elle a été exclue de son parti. Carrément. Parce que qu'est-ce qu'elle a regardé? Elle a regardé l'intérêt de son pays et non pas son intérêt propre ou l'intérêt égoïste. L'intérêt de son peuple. Seules les femmes peuvent faire ça. Et quand on regarde l'histoire de l'Afrique, donc de l'Égypte antique à l'Afrique précoloniale, à l'Afrique antécoloniale, on voit beaucoup de femmes qui, contrairement en Europe, ont exercé réellement le pouvoir. C'est la reine Dateyala au nord du Sénégal, la reine Aline Sitoé Diatta, la reine Anzinga au Bénin, les Amazones. Dahomey, d'ailleurs j'appelle la Fatma Sommer l'Amazone du Nord, l'Amazone de l'Afrique du Nord. Les Amazones, c'est qui? C'est des femmes qui sont prêtes à mourir pour défendre leur patrie. Exactement. N'est-ce pas? Il y a une dame qui est décédée récemment, Winnie Mandela, qui était aux côtés donc, de son époux longtemps. Elle a eu un parcours assez aussi chahuté, on va dire, mais quand même, elle a toujours été aux côtés de son mari. Winnie fait partie justement des personnages que j'ai décrits comme femme ayant exercé le pouvoir. Oui. Bon, je crois que sans Winnie, il n'y aurait pas de Mandela. Oui. Parce que quand même, il faut se replacer dans le contexte de la répression farouche du système d'apartheid. Comment ils se sont rencontrés, comment ils ont combattu ensemble, comment elle l'a soutenue pendant son incarcération. Non seulement ça, parce que quand ils ont été incarcérés, amenés dans l'île de Robben Island, sans Winnie Mandela, on aurait oublié Mandela. Oui. Il était interdit de parler de son nom, de montrer sa photo. C'est Winnie qui s'est battue. C'est Winnie qui était le trait d'union entre elle et son peuple, qui, avec certaines femmes engagées comme Myriam Makeba, qui relayaient les messages aussi à travers la communauté internationale. Donc c'est Winnie qui a sauvé Mandela. Sans ça, il n'allait pas, ni lui, ni les militants. Maintenant, il y a toujours un travail de salissage contre quelqu'un qui résiste. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Winnie Mandela? On l'a arrêté chaque jour. On l'a arrêté tous les jours. Chaque jour, on l'appelait, on l'a téléphoné. Quand elle a été arrêtée, on l'a fouillée juste dans son intimité, juste dans son intimité de femme, n'est-ce pas? On l'a gardée debout, elle se tenait debout. Et Mandela, un homme juste qu'il est, le reconnaît. Winnie a souffert plus que moi parce que moi j'étais en prison, j'étais tranquille, mais elle était harcelée. Imaginez-vous, à un moment donné, on l'a presque amené, ce qu'elle appelle, dans ma petite Sibérie. Et il était interdit à sa fillette, qui avait dans les 6-7 ans, de jouer avec les autres enfants, etc., etc. Donc, dans cette violence, comment peut-on ne pas faire preuve de violence également? Elle a subi la violence. Alors, même quand on a dit qu'elle a détourné de l'argent et tout ça, quand le jugement... Mais ce qui est important, c'est ce que son peuple pense d'elle. Son peuple l'élève au rang de la mère de la patrie. Parce que c'est elle qui a été au cœur de la résistance, contre le système d'apartheid. Et c'est grâce à sa résistance que le nom de Mandela et les militants de l'ANC sont restés. Et qu'à un moment donné, le pouvoir de l'apartheid n'en pouvant plus, a instauré un dialogue avec Mandela, sa libération et tout ça. Ça, c'est des exemples que vous citez, il y en a beaucoup, hein, des femmes, il y en a 3500, un plus même. Une trentaine, quand même, beaucoup dont je parle. Beaucoup d'exemples que vous citez, et bien sûr... Dans votre héroïne. Oui, Tinhinan. Lala Fatma Soumer. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur le combat actuel aussi des femmes de Mauritanie, enfin un petit peu tout, des combats que vous citez et que vous encouragez, que vous défendez jusqu'à présent pour essayer donc de leur donner une voix à travers l'international. Oui, exactement. Parce que je fais un parcours synchronique mais diachronique aussi, dans le temps mais dans l'espace également. C'est-à-dire dans le temps de l'Égypte antique à nos jours,
C'est pourquoi je parle de la reine de Saba à Michelle Obama, c'est-à-dire qui est une femme dont en 1850, son arrière-grand-père était esclave dans les plantations et qui monte à la Maison Blanche. Donc une femme noire qui devient maîtresse de la Maison Blanche. C'est extraordinaire ça. Et je crois que les esclavagistes ont dû sursauter dans leur tombeau le jour où le couple Obama est entré à la Maison Blanche comme président et comme première dame qui ont souffert d'esclavage, qui ont souffert de déportation, qui ont souffert donc, à travers des générations et des générations et qui continuent encore qui ont souffert mais qui ont résisté également. Parce qu'on parle des souffrances, on parle de l'oppression, mais on parle très peu de la résistance. C'est vrai. Telle qu'une femme comme Henriette Tubman, qui non seulement s'est libérée de l'esclavage pour aller du côté du nord, mais revenait pour libérer les esclaves qui étaient là et les ramener à la liberté. C'est pourquoi on l'appelle la Moïse noire, c'est-à-dire la libératrice du peuple noir, n'est-ce pas? Rosa Parks, dont on connaît l'histoire, qui par un geste simple et banal est devenue la mère des droits civiques. Simplement, les lois discriminatoires demandaient à ce que quand les Noirs entraient, par exemple, dans les bus, ils devaient laisser la place. Et puis elle a décidé, non, je ne laisse pas ma place. Exactement. Et ça a déclenché tout un mouvement qui a révélé aussi Martin Luther King et qui a entraîné un boycott de 381 jours. Et vous savez, ces pays-là, c'est l'économie, c'est l'argent. Donc c'est là qu'on a aboli les lois discriminatoires vis-à-vis des Noirs. Ça a été très courageux, beaucoup de courage donc, de ces femmes qu'on retrouve à travers cet ouvrage et surtout à travers aussi votre combat, votre volonté aussi d'expliquer les choses et surtout de médiatiser surtout les causes nobles et surtout les souffrances. L'excision par exemple que vous aussi condamnez à travers toute l'Afrique. Tout à fait, que je combats aussi parce que c'est une souffrance. Bon, c'est une souffrance, mais au début, il faudrait toujours replacer un acte dans son contexte. Parce qu'au début, c'était juste un acte symbolique. Tradition, culture. Pas seulement tradition, mais il y a une représentant, il y a une mythologie, il y a une cosmogonie. Et dans la cosmogonie noire africaine, on pense, et ça depuis l'Égypte antique, on a retrouvé des momies égyptiennes excisées. Parce qu'on pense que le bébé féminin naît avec un élément mâle et le bébé masculin naît avec un élément. Alors pour devenir pleinement femme ou pleinement homme, il faut se libérer de ça. Mais à partir de quel moment on assiste à ces opérations vraiment qui déstructurent la femme. Et c'était un combat à mener parce que c'est des violences contre les femmes. Et c'est pas... Aujourd'hui, beaucoup de femmes se battent en tout cas pour faire entendre la vérité et surtout pour sauver ces petites filles d'Afrique qui continuent malheureusement. Je suis une des personnes clés de ce mouvement d'abolition de l'excision. Très bien. En tout cas, le débat est passionnant. C'est dommage. On est arrivé à la fin. Mais je rappelle aussi que vous êtes une femme de poigne et vous êtes aussi une dame qui combattait toutes les causes et vous êtes toujours là à donner la parole aux femmes, surtout à travers vos combats. Et cet après-midi, justement, je vais présenter le livre à l'ANEP qui m'a invité à présenter ce livre-là, une fois de plus, comme vous dites, après le Salon des livres. Et je tiens à remercier vraiment l'Algérie de m'inviter, les médias algériens, tous les amis, vraiment. Vous êtes une belle nation dans un grand pays. Merci. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. C'est gentil. On est en tout cas très fiers de vous. Et on est moi personnellement, je suis très fière de vous avoir reçu ce matin. C'est un débat qu'on aura, j'espère, plaisir à continuer pour une autre émission. En tout cas, vous serez cet après-midi au niveau de la librairie Cheikh Zayr avec la présentation, encore une fois, de ce livre et un débat autour, bien sûr, du combat de la femme. Merci beaucoup. Je rappelle Awa Lynn Tal. Vous êtes donc chercheur, sociologue, écrivain, bien sûr. Et merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité, madame. Merci à vous. Bonne journée. Merci. On continue. Cette fois-ci, on va aller du côté d'Oran, retrouver une autre dame, celle donc qui fait rayonner Oran à travers aussi des manifestations culturelles et sociales. Eh bien, c'est Iman Mahrougras. Bonjour Iman. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Pardon. Bonjour chers amis téléspectateurs, eh bien oui, aujourd'hui, le Behia abrite pour la 6e fois,
pour la 6e édition de l'African Cyber Security Summit. Eh bien, ça se passe ici à Oran. Ça a commencé le 3 et ça va s'étaler jusqu'à aujourd'hui à 18 h. Et c'est sous le thème de la cybersécurité à l'ère de la transformation digitale africaine que se tient ce sommet africain. Eh bien, pour débattre une problématique majeure et actuelle, eh bien, quel est le rôle et quelles sont les responsabilités des acteurs de l'information technologique dans la prévention des nouvelles menaces liées à la digitalisation et quel défi doit relever l'Afrique en matière de cybersécurité. Pour débattre ces deux questions, eh bien, je partage le plateau avec deux invités et pas des moindres, puisqu'on reçoit sur notre plateau aujourd'hui Maître Hind Ben Miloud. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de votre Merci invitation. d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez égayé notre bonjour d'Algérie aujourd'hui d'Oran. C'est gentil. Merci. Et vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'un monsieur et pas des moindres, puisqu'on reçoit sur notre plateau monsieur Karim Sid Ahmed, directeur général de Cisco. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté la nôtre. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien. Alors on va toujours commencer par le début puisqu'on est tous sujets au piratage informatique. Alors on est tous passés un jour ou l'autre par ça. Alors quelles sont les causes de la cybercriminalité, monsieur Karim? Les causes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avant d'aller sur les causes, il faut juste comprendre un peu tout le process qui nous emmène aujourd'hui à permettre d'avoir des failles sur un système quelconque. Donc, aujourd'hui, à l'ère du numérique, ça va très vite, très vite même. Donc, qui dit digitalisation, dit plus de connectivité, plus d'appareils connectés, donc plus de menaces. Donc ça, c'est sur un plan un peu technique. Il y a aussi un autre aspect qui est aujourd'hui la connaissance des techniques qui sont de plus en plus enseignées aujourd'hui dans des instituts. Donc ça permet en fait aujourd'hui aux ingénieurs et aux experts de tester un peu toutes les technologies des providers pour essayer de trouver des petites failles et qui sont maintenant utilisées pour rentrer dans ce qu'on appelle la cybercriminalité et la cybermenace. Très bien. Alors, et quelles sont ces causes ? Les causes de la cybercriminalité. Parce qu'on n'a pas idée quand même à rentrer dans un compte, par exemple, d'un réseau social, comme ça. C'est comme si on perçait un petit peu la vie privée des personnes via la technologie et via aussi l'Internet. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on peut voir ces menaces-là qui sont à notre sens. Donc, par rapport à Cisco, aujourd'hui, si on fait une analyse, des menaces aujourd'hui, des causes, donc on peut trouver 4 menaces. Donc on peut commencer par la cybercriminalité. Donc essentiellement, c'est pour soutirer, on va dire, de l'argent à des clients et à des entreprises. On a plein d'exemples qui sont très récents où des systèmes d'information ont été bloqués et à la fin, donc, il y avait des demandes d'argent. Donc c'est du rançon. C'est des rançons. Voilà, tout à fait. La deuxième, donc, c'est l'atteinte à l'image. Défiguration d'un site. On l'a vu récemment même chez nous en Algérie, où des sites ont été carrément bloqués. Justement. Affichant une image de, je ne sais pas, des drapeaux ou des images autres. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, donc, il est un peu plus industriel, c'est l'espionnage. Une entreprise, elle a un savoir-faire, donc elle est convoitée par aussi ses concurrents. Elle a des concurrents. Tout à fait, ou bien prendre une base de données aussi d'une entreprise qui aujourd'hui traverse une expérimentation donc, qu'elle ne veut partager à un moment donné. Et le dernier point qui est aussi très violent, c'est le sabotage. Moi, je me rappelle en saboter tous les données. Tout à fait. Donc, c'est vraiment mettre fin à un système d'information d'une compagnie. On a assisté, je ne vais pas citer la chaîne de télévision, mais une télévision européenne en 2015 a fait l'objet d'un sabotage. En 5 minutes, donc, il y avait une perte estimée à peu près à 5 millions d'euros.
Donc pour vous dire un peu toute l'ampleur de cette cybercriminalité. Et ça peut coûter très cher en fait à la personne. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle d'une entreprise, ou alors à la société, ou alors à l'entreprise. Tout à fait. On peut estimer ça en coût en millions d'euros, de dollars pour des compagnies. Aussi, il y a des valeurs quand on parle de cybercriminalité sur des individus. Il y a aussi des valeurs personnelles qui sont incluses dans cette attaque. Très bien. Donc, mais on va revenir juste dans un petit moment toujours sur la cybercriminalité. Quelles sont ses causes, ses conséquences, comment y remédier à ces piratages aussi, comment aussi essayer de le prévenir d'une certaine façon. Donc, bien, on vous propose de suivre ce sujet sur la cybersécurité à l'ère de la transformation digitale africaine. C'est ça le thème de l'African Cyber Security Summit qui s'est passé, je le rappelle, à Oran, et ce depuis le 3, qui va s'étaler aujourd'hui jusqu'à 18h. Eh bien, je vous propose de suivre ce sujet. On se retrouve juste après, toujours en compagnie de nos deux invités. C'est sous le thème de la cybersécurité à l'ère de la transformation digitale africaine que s'est tenue la 6e édition de l'African Cyber Security Summit, l'événement phare de la cybersécurité en Algérie, et ce, du 3 au 5 avril à Oran. Cet événement, il y a une première, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui a été faite autour de la cybersécurité, qui est en train d'être présentée là tout de suite, que nous avons réalisée avec les organisateurs de cet événement-là, qui parle de cybersécurité, qui a été adressé aux professionnels IT, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'informatique au sein des entreprises et des organismes algériens, qui ont répondu à une quarantaine de questions que nous avons mis en forme et essayé de synthétiser pour les mettre à disposition des professionnels de l'IT pour qu'on puisse les sensibiliser autour de cette thématique-là. C'est parce qu'on travaille tellement pour avoir cette notoriété, ses abonnés, ses followers sur le net, et on peut en une seconde perdre tout ça si on ne protège pas nos réseaux sociaux ou nos informations sur le net. L'African Cyber Security Summit réunit dans un même espace les grands donneurs d'ordre algériens et africains de la cybersécurité des systèmes d'information, et cet événement vient s'inscrire dans une volonté de mettre en avant l'Algérie comme leader continental dans ce domaine de la cybersécurité. On est là pour apporter notamment une vision sur les vulnérabilités, une vision sur ce qui est aujourd'hui exposé en termes de cybersécurité par différents pays. Et on aura le plaisir demain matin, lors de la conférence d'inauguration, de présenter des résultats très intéressants sur comment aujourd'hui l'Afrique est représentée au niveau d'Internet, quelles sont les menaces potentielles et qu'est-ce qui va se passer peut-être dans les années à venir. Près de 300 participants sont réunis pour ce grand événement. Au programme des conférences, des ateliers techniques ainsi que la présence de près d'une quarantaine d'experts nationaux et internationaux qui animent cette 6e édition qui est la rencontre incontournable sur la cybersécurité en Algérie. Toujours en compagnie de nos deux invités et bien sûr toujours sous l'ère, on va dire, de l'African Cyber Security Summit qui, je le rappelle, se passe ici à Oran dans un grand hôtel et qui a commencé le 3 et qui va s'étaler jusqu'à aujourd'hui à 18h. Et bien, quelles sont les causes du piratage? Quelles sont les conséquences? Comment prévenir? Et bien, tel est notre débat aujourd'hui avec Maître Hind Ben Miloud. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour limiter, voire arrêter la cybercriminalité? Quoique, quand on dit arrêter, peut-être que c'est un rêve. Oui, c'est plutôt une utopie. Arrêter aujourd'hui la cybercriminalité, à mon sens, ne sera pas pour demain. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre un élément en considération, c'est que nous évoluons dans un nouveau monde qui est le cyberespace. Donc de nouvelles habitudes interviennent. De ma part, en ce qui me concerne, en étant juriste, aujourd'hui c'est un nouveau droit qui intervient. C'est une nouvelle spécialité. Tout à fait. Aujourd'hui, nous parlons de droit des activités numériques. Ce qui n'existait pas avant. Donc le juge doit avoir d'autres réflexes, l'avocat idem, les officiers de police judiciaire, les experts, enfin,
tous les auxiliaires de la justice. Alors, les causes, elles sont connues, il l'a dit au plan technique, mais aujourd'hui, il y a quand même, aujourd'hui, on utilise Internet. Il faut savoir comment utiliser Internet. Il faut connaître les droits et les obligations. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un règlement européen, le RGPD, qui concerne la protection des données européen, limite le droit d'utilisation d'Internet à l'âge de 15 ans. Ce sont des choses, aujourd'hui, après mûre réflexion, après des années, l'Europe est en train de réglementer tout ce qui est accès, utilisation, protection de données. Alors nous devons avoir les mêmes réflexes. Pourquoi? Parce que c'est un cyberespace commun et nous allons devoir nous défendre de la même manière. Alors autant Internet est un outil extraordinaire parce que c'est un transfert de savoir, de connaissances, de savoir-faire, d'expertise et autres. On a cette facilité d'appréhender les outils, etc. Mais en amont, il faut savoir que ça laisse place à de nouvelles infractions. Exactement. Des cyberinfractions. Vous savez, avant, on a évolué basiquement. Hein, il n'y avait pas de grillage dans les villas, ou les appartements, ou les fenêtres. Et puis après, on est passé à la vidéosurveillance. Et bien, c'est de la même manière, on va évoluer vers ces cyberinfractions. Et il va falloir prendre en considération toutes ces nouvelles infractions et les prévenir. De la même manière qu'on l'a fait contre le vol, contre l'escroquerie. Les techniques évoluent. Les techniques évoluent. Vous savez, l'escroc d'il y a 20 ou 30 ans n'avait pas les mêmes techniques. Techniques, exactement, que l'escroc de maintenant. Aujourd'hui, ils ont évolué, et ben c'est la même façon. C'est-à-dire qu'autant nous, on évolue, mais en même temps aussi, les délinquants, les criminels évoluent de la même manière. Effectivement. Oui, tout à fait. Juste pour rester un peu dans le même chapitre, et je pense que c'est très important aujourd'hui d'impliquer toute l'armada juridique, aussi les forces de sécurité. En fait, il y a un engagement des gouvernements aujourd'hui de par le monde pour pallier en fait à ce genre de nouveaux crimes. Ok, mais ça, si vous voulez, c'est après avoir effectué un acte criminel. Mais auparavant, c'est comme, je vais donner un exemple qui est très simple, une maison qui a 10 portes. Donc je ne pense pas qu'à un moment donné, le propriétaire il va mettre quelqu'un qui va surveiller les portes, les fenêtres une par une. Donc l'idée aujourd'hui c'est quoi? C'est évident, ça. Tout à fait. Donc l'idée aujourd'hui c'est quoi? C'est de limiter les entrées et les sorties pour pouvoir avoir un meilleur contrôle. Et ça aujourd'hui ça rentre un peu dans une perspective d'éduquer un peu tout l'écosystème. Et c'est le rôle un peu de ces générateurs d'informatique de par le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est présent à l'African Cybersecurity Summit, qui regroupe non seulement les experts, les professionnels, mais aussi on a avec nous des juristes, des gens qui peuvent nous apporter énormément et qui peuvent aujourd'hui répondre. On a reçu plein de doléances de clients qui disent ok, on a fait l'objet d'une attaque, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Donc je pense que ça relève plutôt d'un métier qui est indépendant mais qui chevauche un peu avec le IT aujourd'hui. C'est toute cette partie-là. Alors vous êtes dans le domaine, Maître Hind, vous aussi. D'ailleurs, est-ce que vous, en tant que professionnel, croyez-vous que l'Afrique, est-ce qu'elle est au même piédestal que la cybersécurité, que les autres pays dans le monde? Vous savez, c'est... Aujourd'hui, le ranking, en fait, comment vous dire, en fait, aujourd'hui, mettre une échelle pour dire quels sont les pays qui sont protégés ou bien les pays qui sont attaqués. Donc, le ranking, il change. Okay? Donc, aujourd'hui, l'Afrique, l'Europe, l'Asie ou les États-Unis peuvent faire objet d'une attaque, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau des entreprises. Ça, aujourd'hui, ça dépend du niveau de la sécurité qu'adoptent ces gouvernements ou ces entreprises-là. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, il y a une compréhension technique pour prévenir, en fait, toutes ces attaques-là en 10 minutes. C'est pour répondre tout à l'heure à vos questions, quand vous disiez comment on peut aujourd'hui faire face à ça, c'est plutôt préventif. Donc, toute l'Afrique aujourd'hui, on revient sur une échelle nationale, et même aujourd'hui en Algérie, il y a une prise de conscience, on la sent, on la voit. Nous, en tant
que des gens qui faisant partie aujourd'hui de l'écosystème IT, on sent qu'il y a une demande réelle des gens qui veulent comprendre comment sécuriser aujourd'hui leur réseau pour ne pas perdre leurs données. De quelle façon on peut se protéger en fait? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très, très important. Très bien. En fait, il faut tout simplement anticiper les risques et prévenir. C'est surtout ça. Vous savez que pour les internautes, on va parler des particuliers. Il y a des techniques aujourd'hui très, très simples. Vous rentrez sur Internet, vous dire quels sont les meilleurs moyens de se protéger sur Internet. Il y en a 10. Alors, les experts vont vous les donner une à une, comme changer de mot de passe. Tout le temps, oui. Vous savez, les attaques sont souvent le fruit de failles qu'on laisse derrière. Alors, n'oubliez pas que quand vous surfez sur Internet, vous laissez des traces. C'est votre identité numérique. C'est votre identité numérique aujourd'hui. Et à partir de là, il faut apprendre à gérer son identité numérique. Laissez le moins de traces possible. Laissez des traces positives. Ne pas transférer des choses qui demain peuvent vous porter préjudice. Des photos personnelles, des informations personnelles aussi. Tout à fait. J'ai dit l'exemple qui est pris par tous les experts. Quand vous envoyez des photos de vous en vacances et vous dites « je suis à Ibiza pendant 20-30 jours ». Alors le voleur, il sait que pendant 20-30 jours, il est tranquille. Il va tranquille, rentrer. il peut faire ce qu'il veut. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est plus les maisons, les domiciles, c'est les données. Et les données, jusqu'à présent, malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises ne mesurent pas l'importance de ces données personnelles. Pour une entreprise, c'est un patrimoine informationnel qui coûte de l'argent. Demain, on vous vole vos données, votre fichier, c'est toute la société qui est paralysée. La compagnie ne peut plus fonctionner. Alors, tous ces réflexes doivent effectivement, il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation à tous les niveaux. Oui. C'est clair. Alors, quelles sont les procédures à suivre, juridiquement parlant? Juste une dernière question. Alors, les procédures à suivre en matière de juridique, c'est simple, comme je vous l'ai dit, c'est à titre préventif, il faut faire attention. Maintenant, lorsque les personnes sont en face d'une infraction qui a été commise, il faut qu'elles aient le réflexe d'aller déposer plainte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un dispositif, c'est pas aujourd'hui, ça date d'il y a quand même quelques années, les gens ne le savent pas. Souvent qu'en matière de cybercriminalité, nous avons un dispositif qui condamne ces intrusions dans les systèmes de traitement automatisé de données. On a un texte de loi de 2004, on a 2006, 2009, il y a tout un arsenal juridique qui vous permet, vous, de vous défendre en tant que citoyen. Exactement. En tant que citoyen. On est protégé. Et il faut déposer plainte, parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de plaintes contre les personnes qui portent atteinte à votre réputation. Exactement. Donc tout ça, il suffit qu'il y ait un individu soit pas content pour que demain il y ait sur Facebook quelque chose. Tout et ça, il faut que les gens. Réseau social pour endosser un petit peu la personnalité d'autrui et puis tout à fait. Exactement. Mais ça, c'est de la diffamation. Ce sont des infractions et il faut que les gens déposent plainte. Il y a aujourd'hui des officiers de police judiciaire qui sont formés dans le domaine, que ce soit la police ou la gendarmerie. Vous avez au sein des tribunaux les pôles principaux des capitales. Il y a un pôle spécialisé où les magistrats sont formés en cybercriminalité. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Je vous souhaite de passer une bonne journée, chers amis téléspectateurs. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié les conseils que nous a été donnés par Maître Hind Ben Miloud et Monsieur Karim, directeur général de Cisco. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Imen, merci aussi à vos invités. En tout cas, un débat passionnant autour de la cybercriminalité, surtout toutes ces actions qui sont menées pour protéger bien sûr les internautes et les utilisateurs de cet outil tant indispensable aujourd'hui. Eh bien, nous allons continuer sur notre lancée. Nous avons évoqué plusieurs thématiques dans Bonjour d'Algérie ce matin. Nous allons continuer. Cette fois-ci, ouvrir une page histoire avec un glorieux martyr algérien qui a marqué son temps à travers
travers donc son combat. Encore une fois, tout à l'heure nous parlons de combat de femmes africaines. Cette fois-ci, c'est un combat maghrébin avec cette figure illustre qui est donc portée par Nadir Bouzar, qui est donc un militant qui a aussi épousé la cause nationale, mais aussi maghrébine. Sa fille est parmi nous. Il s'agit de Nassera Bouzar. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Allah yahfadek, merci beaucoup à vous de m'avoir encore une fois invité sur le plateau et puis de nous permettre encore de parler, de présenter ce personnage. Qui est un oublié de l'histoire. Voilà. Et on a toujours cette fierté de pouvoir le présenter et de pouvoir en parler avec vous surtout. Vous êtes témoin, vous étiez jeune quand il est mort, mais vous avez aussi été très intelligente et toute la famille a pu préserver son identité, surtout préserver aussi son combat, noble combat, à travers donc des ouvrages, des bibliographies et surtout le témoignage très important. Alors, ça n'a pas été une mission facile. Ça n'a pas du tout été une mission facile. Je remercie les gens qui nous ont aidés ces dernières années à pouvoir faire un film documentaire en première étape. Alors on a voulu commencer par un film documentaire pour vérifier les informations, pour authentifier l'histoire, etc. Et que les gens, les acteurs de cette histoire puissent confirmer et témoigner. Donc ça a été fait au Maroc, en Algérie, en France. Nous avons été voir les Moussabilines au Maroc et à Razawet. Donc c'est très important de parler pas seulement de Nadir Bouzar, mais il y a eu des gens qui ont réceptionné les armes du Dina et qui ont été de très grands acteurs pour cette Algérie libre et indépendante. Voilà. Et il faut le dire, il faut le rappeler, c'était donc pour cette partie dont nous allons ouvrir le chapitre aujourd'hui, un des libérateurs du Maroc, du Maghreb surtout, et bien entendu votre père était le chef de cette opération avec l'Odyssée du Dina, c'est le film documentaire qui a été réalisé, mais cet ouvrage qui a été écrit par votre père aussi. Oui, exactement, c'est un journal de bord qu'il a tenu durant toute cette Odyssée, toute cette expédition. Alors, sachant que c'est la première expédition maritime qui a réussi, qui est arrivée à bon port, malgré les fracas et les difficultés qu'ils ont eues. Elle devait durer 3 jours, elle a duré 1 mois. Donc, vous imaginez tout ce qu'ils ont pu subir, éviter, etc. Et puis, bon, c'est arrivé. Les armes sont arrivées aux Moussabilines, etc. Voilà. Et voilà. À bon port. Vous représentez l'association des Amis de Meliana, une très belle ville que vous avez l'habitude de chérir à travers des actions que vous menez dans cette ville historique aussi, qui porte aussi le nom et surtout beaucoup de personnes illustres qui ont aussi marqué de par leur histoire, de par leur combat, l'histoire bien sûr de l'Algérie. Meliana, les Amis de Meliana, vous avez fait plusieurs actions autour de l'Amir Abdelkader. Alors justement, je remercierai jamais assez Monsieur Lotfi Khouatmi qui a eu cette brillante idée avec sa sœur et un groupe d'amis de créer cette association il y a 1 année. Donc, il y a quelques jours, on a fêté la première année d'existence. Et de faire revivre la culture et l'identité de Miliana, qui a été, on va dire, complètement oubliée. Et voilà, on essaye avec les moyens de bord d'essayer de faire quelque chose de bien. Donc il y a des randonnées, il y a des cafés littéraires, il y a des excursions. Il y a des hommages. Il y a des hommages, il y a des grands monsieur et des grandes dames qui viennent nous voir et qui donnent des conférences, des séminaires, etc. Donc voilà, c'est extraordinaire. C'est des témoins vivants, en tout cas, de cette région et surtout de l'Algérie, parce qu'à travers des témoignages, on arrive aussi à reconstituer toute l'histoire et surtout des passages, donc des témoins vivants. Mais justement, parce que à Miliana, il y a eu des moments historiques très importants pour l'histoire de l'Algérie qui ne sont pas suffisamment cités. Donc, à nous maintenant de le faire, d'essayer d'apporter. Votre papa originaire de la région, bien sûr, il chérissait particulièrement cette région. On la chérissait, il voulait en parler, et justement rendre hommage à tous ces militants également. Alors, son nom de guerre,
nous l'avons déjà cité la dernière fois, son nom de cœur était Abdelkader. Son papa se prénommait Abdelkader et mon frère se prénomme Abdelkader. Donc c'est pour vous dire comment le passage de l'émir Abdelkader a laissé son empreinte à Miliana, et de deux, mon père, avant de mourir, a demandé à ce qu'il soit enterré au milieu de ses ancêtres. Voilà. Donc voilà. On voit une photo, on voit sa photo là. Oui. C'est une ancienne photo de militant, combattant là. Alors, la première photo qu'on vient de voir, c'est lorsqu'il a... La précédente? Oui, la précédente, c'est en 1953, lorsqu'il il était commissaire du gouvernement durant le protectorat au Maroc. D'accord. Alors, il faut savoir que Nadir Bouzar est né à Rabat, au Maroc, pardon, d'une mère italienne et d'un père algérien, originaire bien sûr de Miliana, et d'une mère milanaise. Ils étaient 5 enfants, 2 sont morts et 3 sont vivants. 2 autres sont vivants et un, bien sûr, mon père est décédé. Et puis, il a grandi au Maroc, il a fait ses études au Maroc. Il a été diplômé en lettres et en droit. Il a fait aussi la Deuxième Guerre mondiale. D'où il a eu tout de suite après, en 1953, il a eu le grade de commissaire du gouvernement durant le protectorat. Voilà. Sachant que c'est le premier, il ne disait pas arabe mais indigène, à avoir ce poste, et le seul. Voilà. Il n'en a pas eu par la suite. Et ça lui a valu encore une fois cette formation et être courageux pour pouvoir épouser des causes. Et la plus noble, donc la cause nationale, bien sûr, de libération nationale, l'Algérie, bien sûr, et le Maroc et le Maghreb. Mais justement, donc, durant cette période, il a subi énormément d'humiliation du système. Donc, il abandonne tout. Bien sûr, lui, connaissant le personnage, c'est quelqu'un de très intègre et très juste. Donc, bien sûr, il y a eu du répondant de sa part. Donc, il a dû quitter le Maroc et fuir pour aller au Caire. Il a rejoint le Mekteb du Comité de libération du Maghreb arabe au Caire. Pourquoi? La première raison, c'est son idée, c'était le Maghreb. Ça a toujours été son idéal. Voilà. Le Maghreb et puis le Maghreb. Voilà, ça, c'est libérer la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Exactement. D'un seul et unique colonisateur. Voilà, la France, qui était donc la France. Ouais, on va voir ensemble un extrait du documentaire, puisque le livre, l'Odyssée d'Udina a fait l'objet d'un documentaire. On va voir un extrait, on se retrouve juste après. Bien sûr. Le choix a été donné pour Nadir Bouzar. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nadir connaissait très bien le terrain du Maroc, vu qu'il était haut fonctionnaire au Maroc, et connaissait aussi pas mal de tribus et la mentalité marocaine. Et ce qui fait que tout ça allait faciliter sa tâche une fois arrivé sur place. Les responsables de la résistance du Mekteb au Caire avaient décidé d'une date de départ. Donc cette date, c'était pour le 28 février 1955 à 17 h. Donc juste à la veille de cette date-là, le bateau se trouvait à Port Saïd. Et donc ce bateau, ils l'ont déplacé dans une crique à l'ouest d'Alexandrie. Et c'est là où le bateau a été chargé de ces 21 tonnes d'armes. Parmi ces 21 tonnes d'armes, il y avait des armes automatiques, des grenades, des munitions, etc. Donc le chargement s'est fait pendant 8 heures. Ce sont les militants d'ailleurs. Exactement. Exactement. C'est les 8 militants pendant, excusez-moi, 20 heures qu'ils ont fait ce chargement. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait d'autres personnes pour aider. C'était une façon de maintenir cette action. Le secret, voilà, le secret, exactement. Le bateau prit donc le départ le 28 février 1955 avec à son bord une quinzaine de militants résolus à prendre la mer au moment même où la flotte française dominait la Méditerranée. Parti pour une traversée de 5 jours, l'Odina sera contraint de jouer au chat et à la souris tout le long de la Méditerranée avec le climat, les marines de guerre occidentales, les maladies et les tensions internes. De port en port,
d'escales impromptues, en mouillage de dernière minute dans les criques discrètes de Libye et de Sicile, le Dina déjouera tous les pièges et passera entre les mailles du filet. Voilà, tout est bien expliqué dans le documentaire. On voit un petit peu ce combat et surtout cette, comme vous le disiez, cette dure expérience. Ah mais tout à fait. Donc il n'y a pas eu que le Dina, bien sûr. Alors lorsqu'il arriva au Maroc et que les armes ont été distribuées, il s'est dirigé vers la résistance marocaine, où il créa et dirigea l'école d'instruction militaire pour les combattants algériens et marocains à Tétouan. Puis, sous la direction de l'état-major algéro-marocain, composé de Mohamed Boudiaf, du docteur Abdelkrim Khatib, qui était président de la résistance marocaine, et Ahmed Ben Bella, il désigne mon père pour créer et diriger l'armée de libération marocaine du nord de l'Atlas marocain, et cela pour la lutte de libération marocaine. Cette résistance et ces armes, ces fameuses armes qui sont arrivées avec le bateau Dina, ont servi à rapatrier le roi Mohamed V. Voilà. C'est très important tout ça. C'est l'histoire. C'est l'histoire du Maghreb, pas uniquement d'une seule personne. On trouve ça dans la bibliographie. Bien sûr, vous nous avez ramené des livres inédits. Pour celui-ci, J'ai cru en la France, et c'est son premier ouvrage, a été donc peut-être aussi caché à une certaine période par la colonisation, par le colonisateur français. Ils ont racheté tout le stock au Caire. Il a été financé par le bureau du Maktab du Maghreb, du Grand Maghreb, et il est préfacé par Allal Fassi et comme on disait tout à l'heure, postfacé par Khidr et réédité après en Algérie, et le titre est Abus de confiance. Le Dina, l'Odyssée du Dina a été édité une première fois et une deuxième fois en 2006. Et vous avez l'armée de libération nationale marocaine qui a été éditée en 2005, je pense, si je me souviens bien. Et le dernier, c'est du Dina, encore une fois réédité. Il faut rappeler qu'il a été secrétaire général au ministère du Tourisme ici en Algérie, avant son décès, directeur général au ministère des Affaires étrangères. Il a aussi été à l'origine de la création de ces 3 manuels sur le protocole, c'est ça, dont ils sont encore aujourd'hui utilisés par les diplomates algériens. Exactement. Voilà. Bravo en tout cas. Bel hommage qu'il lui sera rendu au niveau donc de Miliana, la ville de Miliana, le 7 avril, c'est ce samedi, à partir donc de 10h du matin. Un bel hommage donc au niveau donc de la le théâtre national de Miliana, bien sûr. Allah yarhamou, il nous a quittés en 1975. Oui, d'un cancer de larynx, voilà. Allah yarhamou, trop tôt pour pouvoir donc continuer. Et il est considéré comme invalide de guerre parce que c'est la suite de sa résistance. Exactement. En tout cas, Nassera Bouzar, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et merci à vous. Merci pour ce bel hommage que vous lui avez rendu à votre papa. Merci beaucoup. Ça continuera, bien sûr, les hommages et surtout les actions au niveau de l'association des Amis de Meliana. Ne ratez pas le rendez-vous, c'est ce samedi à partir de 10h du matin à Meliana. Rendre hommage à ce glorieux martyr qui est Nadir Bouzar. Merci beaucoup, Nassera. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Merci à toute l'équipe. Bonne journée et puis à demain, 9h, 10h30 avec Mahrez Rabia. Au revoir.